Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Geneviève Piétu et je vais modérer cette session. Je suis bénévole à l'AFH. J'ai été pendant toute ma carrière chercheur à l'INSERM et maintenant je suis à la retraite. Et j'ai animé depuis 2012 le groupe de travail recherche de l'AFH et jusqu'à quasiment aujourd'hui, donc ça fait à peu près 8 ans. Donc, bienvenue à cette session intitulée « La réparation des articulations est-elle possible ?» Alors, c'est une session Zoom sur qui, comme son nom l'indique, a pour but de faire un zoom ou un focus sur un sujet précis. Et donc, c'est un format qui est un petit peu différent de ce que vous avez vu pendant les soirées précédentes, qui sera moins interactif, mais plutôt avec pour but d'apporter de l'information. Alors, pourquoi on a choisi ce thème ? Vous savez tous que les traitements de l'hémophilie font de gros progrès actuellement, mais que la destruction du cartilage est une des conséquences les plus invalidantes de la maladie et que son traitement reste encore problématique. Donc, l'objectif de cette session, c'est de vous montrer les possibilités qui existent pour réparer les cartilages abîmés ou au moins les préserver et les pistes de recherche dans ce domaine. Alors, l'agenda de cette soirée. Alors, nous aurons d'abord une présentation du docteur Laurent Frenzel, qui est hématologue, responsable du centre hémophilie Necker à Paris, mais qui est aussi rhumatologue et qui travaille dans une unité de recherche INSERM à l'Institut Imagine. Nous aurons le témoignage d'un patient, Maxime Laurent, et puis nous aurons une présentation par Daniel Noël, qui est chercheur à l'INSERM à Montpellier et qui vous montrera que les chercheurs travaillent sur ce problème et qu'il y a des pistes qui se profilent pour l'avenir. Et puis enfin, à la fin, nous répondrons à vos questions pendant une discussion. Voilà, alors je laisse le docteur Frenzel présenter sa présentation. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue pour cette session sur les articulations. Merci en tout cas à l'AFH et aux organisateurs de m'avoir invité pour discuter avec vous un peu de ce problème articulaire, comme vous savez, qui est un problème important et primordial pour le suivi dans le cadre de pathologie de l'hémostase. Alors, est-ce que ça marche ? Ouais. Donc, on va voir effectivement justement des avancées très intéressantes sur ce qu'on peut faire pour vraiment réparer et essayer d'avoir effectivement de réavoir entre guillemets du cartilage, notamment avec tout ce qui est cellules souches, et donc on le verra tout à l'heure avec la présentation sur ce que font en tout cas l'équipe de recherche sur Montpellier. Tout d'abord, je pense qu'il est intéressant et important de faire le point sur ce que c'est une articulation et l'intégrité cartilagineuse notamment, et comment déjà dans un premier temps la maintenir. On verra bien sûr dans un deuxième temps qu'est-ce qu'on peut-on proposer aujourd'hui en tout cas pour essayer de l'améliorer. Alors déjà, pour commencer, donc l'articulation, bien sûr, il y a de l'os, il y a du cartilage, il n'y a pas que ça, il y a une membrane synoviale qui effectivement est primordiale en tout cas dans toute pathologie articulaire. Ce qui est important de comprendre, c'est les mécanismes qui peuvent amener à abîmer un tout petit peu l'articulation du fait des saignements qu'on peut avoir. Alors, globalement, ce schéma-là représente un petit peu ce qu'on peut voir en termes d'évolution et des problèmes qu'on rencontre avec les saignements. Donc, de gauche à droite, il faut regarder ce schéma-là de gauche à droite. À gauche, bon, c'est un schéma d'une articulation, on peut imaginer que c'est une cheville ou un genou, peu importe. Ce qu'on voit bien, c'est que on voit le cartilage qui coiffe la surface osseuse de l'articulation, elle a de chaque côté. À l'intérieur au niveau de la cavité de l'articulation, on a ce qu'on appelle un liquide synovial.
En fait, il faut imaginer que c'est un peu quelque chose de visqueux. On n'en a pas beaucoup, hein, mais c'est ce qui permet notamment d'assurer une sorte de fluidité au niveau de l'articulation. Ce liquide synovial, il est en place parce qu'on a une membrane synoviale qui vient tapisser toute cette surface articulaire. Et c'est cette membrane synoviale qui permet justement d'ajuster, entre guillemets, ce liquide synovial et d'assurer un mouvement libre de l'articulation. Alors, en hémophilie, pathologie d'hémophilie, on sait qu'on peut avoir des saignements. Ce qui se passe, quand ça saigne toujours de la membrane synoviale. C'est là où il y a les vaisseaux au niveau de l'articulation, et c'est à partir de ces vaisseaux que le sang entre dans une articulation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une articulation, en temps normal, ne doit pas, ou en tout cas n'a pas lieu de rencontrer du sang au niveau des surfaces, que ce soit du cartilage ou de l'os. Ce qui se passe quand on a effectivement ce sang qui apparaît, la cavité va se dilater, et c'est cette dilatation de cette cavité qui va créer la douleur, probablement pour certains d'entre vous ont déjà eu, hein, qu'on appelle l'hémarthrose, qui est une douleur qu'on dit plutôt inflammatoire, du fait de cette dilatation de cette capsule. Avec le traitement, donc, le sang, l'hémarthrose va disparaître, mais ce qui va se produire, c'est qu'au fur et à mesure des répétitions des saignements dans le sang, cette membrane synoviale va commencer un petit peu à s'épaissir. S'épaissir. En s'épaississant, elle va avoir de plus en plus de vaisseaux qui vont apparaître au niveau de cette membrane synoviale, et ces vaisseaux vont être très, très fragiles et vont amener encore plus de saignements. Plus de saignements qui vont entretenir cette membrane synoviale qui s'épaissit de plus en plus, et en s'épaississant, elle va produire de l'inflammation dans l'articulation, et cette inflammation va tout doucement et progressivement un tout petit peu abîmer le cartilage, puis l'os. Donc, quand on voit effectivement un peu l'évolution, on peut définir, on va dire, trois stades qu'on peut rencontrer lors d'une arthropathie hémophilique et le saignement à répétition. Tout d'abord, donc, on va dire le moment où il y a l'hémarthrose, il y a le sang dans l'articulation. Ça, comme je dis, c'est vraiment la dilatation de cette articulation qui crée la douleur. C'est des douleurs plutôt inflammatoires. En dehors de l'épisode de l'hémarthrose, globalement, en général, l'articulation elle récupère complètement normalement. Il n'y a pas de douleur. Ensuite, à force, entre guillemets, d'avoir ces saignements au niveau de l'articulation, il y a cette membrane synoviale qui va effectivement s'épaissir au fur et à mesure. Les hémarthroses vont devenir un peu plus fréquentes. On peut même avoir des douleurs inflammatoires en dehors d'épisodes d'hémarthrose, du fait de cette inflammation de la synoviale, ça peut arriver. Et doucement, avec cette inflammation de l'articulation, le cartilage va commencer un tout petit peu à s'abîmer. On arrive sur la phase plutôt osseuse, où à ce moment-là, au fur et à mesure, le cartilage va diminuer en épaisseur. La surface de l'os va avoir du mal effectivement à assurer le mouvement et à frotter. Donc c'est un peu ce qu'on appelle des douleurs plutôt mécaniques. Souvent, au bout d'un moment, la synoviale disparaît complètement. Donc voilà, il n'y a plus d'hémarthrose, il n'y a plus de saignement dans l'articulation, puisqu'il n'y a plus de synoviale avec les vaisseaux qui sont présents. Mais par contre, ces douleurs, effectivement, sont de plus en plus présentes et empêchent également de marcher, puisque les mouvements sont limités. Comme le cartilage est aminci ou n'est plus présent, la surface de l'articulation va effectivement va être problématique pour réaliser donc, le mouvement articulaire. Alors, plusieurs étapes pour essayer déjà, dans un premier temps, de protéger, puis après on verra effectivement pour essayer d'améliorer à partir du moment où on a ce cartilage qui s'est un tout petit peu abîmé. Première étape, la prévention, c'est-à-dire c'est d'essayer en tout cas d'éviter d'avoir les problèmes au niveau des cartilages. Et cette prévention se fait sur les 2 premiers stades avant tout. Bien sûr sur les hémarthroses, essayer d'éviter effectivement les saignements, et ça on va discuter rapidement sur l'intérêt bien entendu d'une prophylaxie pour justement assurer une hémostase et éviter les épisodes d'hémarthrose. Et puis également sur la prévention à partir de la synovite, c'est-à-dire de cet épaississement de cette membrane synoviale. On va voir effectivement que la repérer, la diagnostiquer va être importante, parce que souvent on peut ne pas s'en apercevoir, en tout cas au début. Et donc là, vraiment, la repérer va être vraiment primordiale pour justement agir plus tôt et éviter que le cartilage commence à s'abîmer. Donc, prévention, bien sûr, les hémarthroses, l'hémostase et la synoviale. Ce qu'on sait, et c'est là tout l'intérêt, notamment, on va discuter de faire des imageries, de faire des échographies, par exemple, des articulations, c'est que même si une prophylaxie, on va dire classique, pour rester effectivement soit du facteur 8, du facteur 9, du facteur Villebrand, une prophylaxie qui est a priori bien suivie depuis un certain temps, si cette prophylaxie est en place, on sait qu'au bout de quelques années, 10, 20 ans, on peut effectivement avoir quand même des problèmes au niveau des articulations qui apparaissent, et surtout,
au niveau des chevilles, donc ankles, hein, donc comme vous voyez. La courbe, en fait, quand elle monte, ça veut dire que l'articulation va un petit peu moins bien. Alors, quand on interroge les personnes qui sont suivies, en fait, souvent, elles n'ont pas notion, en tout cas, elles ne se souviennent pas forcément d'avoir eu un épisode d'hémarthrose, hein, vraiment cette inflammation, cette dilatation de la capsule qui fait mal. Et souvent, non, rien de particulier. Et malgré l'absence d'épisode d'hémarthrose, on voit que quand même, le cartilage, au fur et à mesure, a tendance effectivement à s'abîmer, alors qu'on n'a pas détecté de sang. Alors, prévention, bien sûr, et ça, vous avez vu tout au long, effectivement, de ces journées pour la FH. En termes de prévention, on ne va pas revenir là-dessus, ce n'est pas le sujet, mais voilà, sur tous les traitements, les différents traitements qui sont en tout cas possibles aujourd'hui et qui vont être possibles demain pour justement assurer une hémostase. Hein. Donc, ça, c'est des choses qui ont été présentées pour ceux qui ont pu assister. C'était également virtuel à la WFH au mois de juin. Des présentations assez intéressantes. Hein. Donc là, on peut voir effectivement, d'un point de vue hémostatique, différents seuils. Ça, c'est un seuil quand on n'a pas en tout cas d'hémostase suffisante. Ça, c'est le seuil qui serait idéal d'obtenir pour justement prévenir et protéger des saignements des articulations. Hein. Donc, c'est le seuil, on va dire, prophylactique. Et ça, c'est le seuil, on va dire, effectivement, à ce moment-là, d'une hémostase plutôt normale. Et on voit bien qu'avec le traitement actuel par facteur de la coagulation, on va dire, plus classique, bien sûr, on a des périodes qui sont plutôt protectrices, puisqu'on est au-dessus au moins du seuil de protection articulaire, mais également des périodes où peut-être on est un petit peu moins protégé, ce qui peut expliquer à ce moment-là cette notion qu'on va définir tout à l'heure de micro-saignement, c'est-à-dire de saignements qu'on ne ressent pas, mais qui vont un tout petit peu faire que cette membrane synoviale va un tout petit peu s'épaissir et tout doucement faire de l'inflammation et un peu abîmer l'articulation. Alors, maintenant, on a de nouveaux traitements qui vont venir, qui sont déjà commercialisés ou qui vont effectivement arriver dans un avenir proche, voire très proche, hein, que ce soit déjà les facteurs à durée de vie allongée, que ce soit pour le facteur 9, qui sont déjà disponibles, et également le facteur 8 qui va arriver. Vous avez vu effectivement Claude Négrier samedi dernier présenter notamment les résultats d'un molécule qu'on appelle le BIF001, très bien. Tout ce qui est des facteurs non substitutifs, hein, donc l'hémicizumab, qui est déjà commercialisé, mais également le fituciran a également discuté, les anti-TFPI, donc qui permettent a priori d'assurer, en tout cas de manière constante, d'avoir une protection au-delà du seuil de prophylaxie articulaire. Et puis la thérapie génique, donc je crois que c'est une session effectivement prévue plutôt la semaine prochaine, où là on est également plutôt confiant en termes d'efficacité. Donc ça, c'est la première chose, bien sûr, on va essayer d'éviter les saignements, protéger déjà l'articulation des saignements pour éviter justement d'engendrer et d'entretenir l'épaississement de cette membrane synoviale. Deuxième étape, c'est la détection. Et c'est là également, c'est très important. Comme je vous ai dit, donc, on peut ne pas forcément ressentir au début les douleurs, tout simplement parce que s'il y a des micro-saignements, elles ne vont pas dilater la capsule articulaire. S'il n'y a pas de dilatation de la capsule articulaire, pas forcément avoir de douleur, voire souvent même pas du tout. Mais le sang est quand même là. Il va quand même effectivement créer cette hypertrophie de cette membrane synoviale, c'est-à-dire l'épaississement de cette membrane synoviale. Alors, comment le détecter alors que effectivement, on n'est pas toujours effectivement sensible à ce type de douleur? Ça va être justement l'utilisation d'imagerie qui est vraiment primordiale aujourd'hui pour justement essayer de détecter de manière précoce, en tout cas, ces problèmes-là. Là, vous voyez une échographie, hein, donc c'est une cheville. On est au niveau de l'articulation principale de la cheville, qu'on appelle l'articulation tibio-talienne. En fait, là, le tibia qui est juste là, vous voyez, effectivement, et le talus qui est le pied. Et ce qu'on voit, en fait, ça, c'est une échographie. On dit, ouais, alors là, on voit rien, on voit du gris, du noir, on voit pas grand-chose. Si, en fait, après, forcément, on a un peu exercé par rapport à ça. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, ça, c'est l'os, en fait. Et ça, c'est l'os du tibia. Donc, on est là. Il faut imaginer que ce qui est là-haut, on le retrouve là sur l'image. Donc, ça, c'est l'os du tibia. Là, on a l'os du fameux talus, en fait, qui est le début du pied, qu'on verra effectivement tout à l'heure. Et cette image-là, c'est ce qui représente cette fameuse hypertrophie de la membrane synoviale. C'est une image un peu noire, il n'y a pas de liquide. Et cette image-là, on peut ne pas la ressentir, en tout cas pas au début. Ça peut ne pas créer de douleur, ça peut ne pas créer de gêne, en tout cas. Là, c'est une cheville, donc quand on marche, par exemple. Mais c'est quelque chose d'important à repérer parce que cette image-là, cette hypertrophie de cette membrane synoviale, signifie que forcément il y a des saignements ou des micro-saignements qui entretiennent cette synoviale. Et on sait qu'au bout d'un moment, cette synoviale va, du fait de l'inflammation, créer
des problèmes au niveau du cartilage qui est juste là, en fait, qui coiffe effectivement cette articulation-là. D'autres imageries, mais qui sont un peu plus longues à obtenir, mais qui sont aussi, nous on utilise beaucoup, c'est l'IRM. Donc ça, c'est une IRM, pareil, de la cheville. Alors là, il faut imaginer, c'est un peu différent, il faut imaginer que vous regardez votre pied de côté et vous coupez vraiment le long, en fait, du tibia, et vous regardez à l'intérieur. Et c'est ce qu'on voit, en fait. Donc ça, c'est l'IRM. On voit bien, donc ça, c'est l'os, c'est pareil, c'est le tibia. Là, on est effectivement sur le fameux talus dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et qu'est-ce qu'on voit, en fait, sur l'IRM? On voit bien l'os. On voit le cartilage qui est juste là, en fait, qui est un petit peu abîmé. Et tout ça, en fait, pardon. Et cette partie-là, qui est effectivement cette synoviale qui est augmentée, qu'on voit bien là, qui est bien blanche, parce qu'on injecte un produit de contraste. Et donc là, on met bien en évidence cette hypertrophie synoviale et donc l'intérêt, en tout cas, de détecter. Alors après, la question, c'est que peut-on faire en termes, une fois qu'on a détecté cette synoviale? Bien sûr, on va adapter le traitement prophylactique, ça c'est un autre sujet, mais oui, évidemment, pour limiter et en tout cas empêcher les microsaignements. Mais après, on a des traitements spécifiques dont on verra. Alors, j'ai volontairement pas évoqué tout ce qui est chirurgical, mais je sais qu'il y a pas mal de questions, et je pense qu'on y répondra tout à l'heure, sur tout ce qui est possible en chirurgie, tout ce qui est prothèse et notamment enlever la synoviale au niveau chirurgical. Et là, c'est une présentation de ce qu'on peut faire, en tout cas de ce qui a un intérêt, clairement, d'un point de vue non chirurgical. Tout d'abord, si on détecte cette synoviale, cet excès de synoviale, on a envie de l'enlever quand même. C'est que voilà, si on l'enlève, il n'y aura plus cette inflammation au niveau de l'articulation. S'il n'y a plus cette inflammation de l'articulation, au moins, déjà dans un premier temps, l'articulation ne va plus continuer à s'abîmer et ça va effectivement la protéger. Alors, pour enlever cette synoviale, en dehors de chirurgie, parce qu'on peut, avec de la chirurgie, enlever cette synoviale, en dehors de ça, on peut faire des infiltrations. Je pense que beaucoup d'entre vous ont déjà probablement entendu parler d'infiltration au niveau des articulations. On utilise souvent des corticoïdes pour l'infiltration. Pourquoi? Parce que ça marche plutôt bien, ça a un effet antalgique, c'est-à-dire que ça permet de diminuer les douleurs s'il y en avait. On peut les répéter tous les 6 mois, tous les ans, sans aucun problème. Et au bout d'un certain temps, à force de les répéter, l'objectif, c'est de voir que cette synoviale disparaît, en tout cas diminue dans un premier temps, et disparaît. Ces infiltrations ont très peu d'effets secondaires, c'est-à-dire, à part, c'est sûr que c'est jamais agréable, les personnes qui est très content de venir me voir pour les infiltrations, ça c'est sûr, c'est quand même effectivement une piqûre, là on est d'accord. Globalement, c'est plutôt bien supporté, c'est peu contraignant à réaliser, parce que ça, voilà, le plateau technique est très facile à réaliser. Et comme vous voyez effectivement sur ces photos, pour un genou par exemple, donc vous voyez effectivement la technique d'infiltration, c'est une seringue, on pique dans le genou, on injecte tout doucement les corticoïdes, et puis on retire effectivement l'aiguille. Alors, avec des facteurs de la coagulation, on peut évidemment, ce geste-là est précédé, bien entendu, d'injection pour éviter que ça saigne dans les suites, mais en général, ça se passe plutôt bien. Et là, vous voyez effectivement une infiltration de la cheville sur une autre articulation de la cheville qu'on appelle la soutalienne et qu'on fait toujours sous échographie pour être sûr que le produit aille exactement à l'endroit qu'on veut. Ce qu'on peut également injecter, qu'on fait un peu moins parce que c'est un peu plus compliqué, c'est des radioisotopes. Alors, vous imaginez que c'est des radioisotopes. On les met à l'intérieur de l'articulation, vous n'allez pas devenir radioactif, qu'on soit bien d'accord, ça c'est uniquement dans l'articulation et ça va tout doucement grignoter, entre guillemets, la membrane synoviale et l'éliminer. On a aussi des antibiotiques qu'on peut utiliser, un peu plus contraignant, mais ça peut aussi être intéressant dans certains cas de réaliser pour justement faire disparaître cette membrane synoviale. Lubrifier l'articulation. Bon, on est dans un stade où le cartilage commence à être un peu abîmé. Le mouvement de l'articulation accroche un tout petit peu parce que ce cartilage est irrégulier par certains endroits, donc ça crée forcément des douleurs, ça gêne pour effectivement bouger l'articulation. Ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle une visco-supplémentation. C'est-à-dire en fait lubrifier l'articulation. Comme vous voyez effectivement sur cette goutte, c'est quelque chose de très, très visqueux. C'est une sorte de, je ne dirais pas que c'est une huile, mais c'est un peu ça. C'est ce qu'on appelle de l'acide hyaluronique. Ça remplace un peu le liquide synovial qu'on a de manière effectivement naturelle dans l'articulation. L'efficacité est plutôt bonne. Donc ça permet de réduire les douleurs déjà dans un premier temps parce que dans certains cas, on a de l'inflammation au niveau de l'os. Du fait, vous imaginez que ça frotte, ça peut créer de l'inflammation. Le fait de lubrifier cette articulation par ce gel visqueux permet de réduire cette inflammation. Donc, ça permet effectivement d'avoir un peu moins mal, de protéger éventuellement le cartilage. C'est pareil, c'est le même type d'infiltration, sauf que la seringue est un peu
plus grosse, on va dire, hein, mais c'est voilà, comme pour les infiltrations avec les corticoïdes, relativement, on va dire, facile à faire. Après, comme je dis toujours, bah, c'est pas non plus hyper agréable, c'est sûr que ça reste quand même une piqûre. On peut la répéter tous les 6 mois et 1 an en fonction. Le seul problème pour l'instant, c'est que c'est pas ou c'est plus, en tout cas, remboursé pour la majorité des gels d'acide hyaluronique. Et la filtration, soit on en fait une seule, soit on peut en faire 3 à une semaine d'intervalle. Et souvent, c'est une centaine d'euros quand même par injection. C'est quand même un coût, hein, ça c'est sûr. Après, bon, c'est sûr que ça peut effectivement, en tout cas, permettre de diminuer les douleurs, d'améliorer un tout petit peu effectivement les mouvements articulaires. Également, ce qu'on fait de plus en plus, et je pense que là, notamment Maxime Laurent discutera et présentera effectivement son expérience par rapport à ces injections, de ce qu'on appelle le PRP. C'est du plasma riche en plaquettes. Pourquoi les plaquettes? Probablement que les plaquettes ont un rôle également anti-inflammatoire. Donc l'idée, c'est d'en mettre dans l'articulation. On va dire, oui, mais c'est comme avoir une hémarthrose, parce que c'est quand même du sang. Non, parce qu'en fait, quand il y a le sang dans l'articulation, on sait ce qui va aussi créer l'inflammation, c'est les globules rouges et les globules blancs qui sont également présents, qui vont créer beaucoup d'inflammation. Donc ça, on enlève, pour justement éviter ça, hein, parce que sinon ça aggraverait. Et on injecte donc à ce moment-là du plasma avec des facteurs de la coagulation à l'intérieur et des plaquettes. C'est un effet anti-inflammatoire. Ça pourrait également stimuler les fameuses cellules qui font le cartilage pour un peu les booster, un peu les stimuler pour qu'ils refassent du cartilage. Pour l'instant, on a peu d'études, hein, mais il y a certaines études qui montrent que oui, c'est intéressant dans le cadre de l'arthropathie hémophilique. Peut-être que c'est au moins bien, voire peut-être mieux que le gel dont je vous ai présenté tout à l'heure. Après, pour l'instant, c'est un peu plus contraignant parce qu'il y a peu de centres pour l'instant qui réalisent cette technique. Mais voilà, donc c'est quelque chose en tout cas qui est fait de plus en plus, avec une efficacité quand même intéressante. Et puis après, ça, je vais bien sûr laisser ma collègue vous présenter mieux que moi l'intérêt des cellules souches mésenchymateuses. L'idée, c'est quoi? C'est d'injecter des cellules, et ces cellules qui peuvent ensuite se transformer en cellules qui font du cartilage. Et donc, beaucoup d'études, notamment dans l'arthrose, un peu moins dans l'arthropathie hémophilique, hein, pour la hache, mais voilà, mais avec des données, vous verrez tout à l'heure, effectivement intéressantes. On peut également greffer du cartilage, qu'on a en nous, hein, soit à partir d'autres surfaces de l'os, comme vous voyez effectivement juste à ce niveau-là. Donc on prend un peu de cartilage là, on le met en culture, on le fait grandir, et puis on le remet là où effectivement le cartilage est abîmé. On peut également envisager de prendre du cartilage en dehors d'une articulation, et notamment au niveau du nez, parce qu'il y a beaucoup de cartilage dans le nez, de prendre un petit patch, et puis pareil, le faire grandir, et puis d'essayer de remettre ce cartilage à l'endroit où il est abîmé. Donc on a pas mal d'expériences après un accident, notamment quand le cartilage a été abîmé après un accident de sport, par exemple, où ça marche plutôt bien. Dans l'arthropathie hémophilique, bon, pour l'instant, on a un peu moins de résultats, mais c'est quelque chose également qui est tout à fait envisageable et également prometteur. À ce moment-là, vraiment, c'est vraiment pour refaire du cartilage, hein. C'est pour essayer de réparer l'articulation. Et enfin, je vais finir là-dessus parce que, ok, alors, toutes ces techniques, c'est très bien, hein, je veux dire, bien sûr, ça permet d'améliorer, ça permet de diminuer les douleurs, d'essayer d'améliorer les mouvements articulaires, mais tout ça n'aura aucun impact s'il n'y a pas de l'activité physique derrière. C'est vraiment primordial. Activité physique, activité sportive, vous voyez la différence? Une activité physique, ça veut dire quoi? Ça veut dire au moins marcher tous les jours, au moins une demi-heure, en fait, hein, globalement, d'essayer, en fonction, bien sûr, de ses possibilités, de ses douleurs, de ses limitations articulaires, bien entendu. Mais ça, c'est primordial. C'est primordial, pourquoi? Parce qu'une articulation, ce n'est pas que le cartilage ou l'os, hein, ou la membrane synoviale. Il y a tout ce qu'il y a autour, les tendons, les ligaments, les muscles. À partir du moment où vous renforcez à la fois les muscles et les tendons, forcément, votre articulation va aller mieux. Elle va aller mieux, elle va être beaucoup plus stable, beaucoup moins être sujet à des saignements éventuellement par des micro-traumatismes. Donc ça, c'est indispensable. L'activité sportive, oui, si vous pouvez, bien entendu, le faire, et de la kiné en complément, notamment pour reprendre de l'activité, notamment pour travailler tout ce qu'on appelle de la proprioception. Ça veut dire quoi? Ça veut dire réhabituer vos membres à se diriger correctement dans l'espace sans se faire mal. Et ça, c'est effectivement très important. Et je finirai donc souvent, ça c'est des questions sur le soir, oui, je vous dis effectivement de faire du sport. Ok, oui, très bien. Mais quel type de sport? Je pense que voilà, c'est des choses qu'on a fait dans notre PNDS sur l'hémophilie. Je pense que voilà, c'est pas mal justement d'essayer de visualiser ce qu'on peut faire ou ne pas faire en fonction de ces différentes catégories. Je ne réfléchis pas, je réfléchis à 2 fois, ou je réfléchis encore. C'est-à-dire qu'on ne réfléchit pas, c'est tous les sports où on sait que le risque d'impact est faible, pas d'adaptation particulière, on peut y aller
tranquillement à la natation, le yoga, le golf, la randonnée, le vélo, le kayak, voilà, tout ça, oui, parce que c'est faiblement traumatique, pas de souci. Je pense qu'il faut effectivement le faire sans trop réfléchir si on peut. Bien entendu, j'insiste toujours sur les douleurs. Réfléchir à 2 fois, ça, c'est des sports où, bon, il y a peut-être un impact qui est un peu plus important. C'est des sports qui, je pense qu'il ne faut pas commencer tout de suite. Peut-être plutôt commencer par la catégorie, on va dire 1. Éventuellement, une fois qu'on s'est bien musclé, pourquoi pas discuter effectivement de ce type de sport. Typiquement, voilà, c'est les sports de pivot, les sports d'équipe, hein, donc, le basketball par exemple, le volleyball, bon, avec voilà, toujours des limitations, mais voilà, donc on peut pas, voilà, donc à partir du moment où les muscles, tout ça, sont effectivement permettent d'assurer une stabilité de l'articulation, oui, non, pourquoi pas. Puis il y a les catégories, et ça c'est les catégories qui deviennent, voilà, donc on discute beaucoup, hein, c'est voilà, peut-être réfléchir encore, c'est tous les sports effectivement qu'on appelle au risque d'impact, vraiment à discuter vraiment beaucoup. Bah, tout ce qui est rugby, le hockey, bah oui, je veux dire, vous, vous doutez bien qu'il y a des traumatismes qui peuvent être importants. Le ski de piste, hein, donc compliqué parce que voilà, donc c'est sûr, le roller, le skate, donc, voilà, tout est discutable en fait. Hein, donc par rapport effectivement à l'activité sportive. Donc voilà, en conclusion sur ma partie, et après, donc on aura sur le complément du témoignage de Maxime Laurent et de ce qu'on peut faire également, et ce qui est également fait actuellement en recherche fondamentale sur les cellules souches de l'équipe de Montpellier. C'est voilà, mon cartilage, déjà, bah, j'y tiens, je veux le garder, hein, c'est important, déjà avant d'envisager de le réparer, avec un traitement qui empêche les saignements, une prophylaxie qui est bien conduite, d'essayer de détecter, mais ça c'est notre travail, hein, donc les signes avant que le cartilage soit abîmé, donc ces fameux micro-saignements avec l'imagerie d'échographie, justement pour voir qu'il y a un petit peu de synovial. Peut-être qu'on va essayer d'anticiper, de prévenir à ce moment-là, soit en augmentant le traitement prophylactique, soit en faisant des injections de corticoïdes, par exemple, en traitant localement mes articulations cibles qui me font mal, ou même pas, donc en prévention d'éviter qu'elles fassent mal, que le cartilage soit dégradé, et surtout, effectivement, en faisant une activité physique très régulière. Voilà, donc merci en tout cas pour votre attention, et ça sera avec plaisir pour répondre en tout cas à vos questions tout à l'heure. Merci beaucoup, Dr Fretzel. Ça a été, je pense, très intéressant et très bien suivi. Je conseille donc qu'on pose les questions tout à l'heure pour permettre d'avancer dans les présentations. Donc, je vais donner la parole à Maxime Laurent, qui va donc vous apporter son témoignage dans un des traitements, ou même 2, je crois, des traitements qui vous ont été évoqués par le Dr Frenzel. Donc, Maxime, je vous laisse la parole. Bonjour à tous, je suis ravi de vous parler aujourd'hui. Vous êtes assez nombreux en plus à ce que je vois. Alors, donc, je suis Maxime, j'ai 27 ans, je suis atteint de la maladie de Willebrand de type 3, donc la plus sévère. J'ai eu des douleurs aux chevilles dès le plus jeune âge, à peu près vers 3 ans. Alors, donc, je disais, oui, j'ai commencé la prophylaxie seulement à 10 ans. Donc, il y a eu, je pense, pas mal de séquelles suite à ça. Alors, j'ai fait une synovectomie vers 15 ans, qui a été plutôt fructueuse. Ça m'a permis de remarcher après pas mal de rééducation et avec encore quelques douleurs. Et vers l'âge de 20 ans environ, j'ai commencé à avoir des douleurs très sévères à l'autre cheville. Donc, j'ai essayé pas mal de traitements. Donc, j'ai commencé avec une synovectomie qui n'a pas marché cette fois. J'ai ensuite essayé justement la viscosupplémentation que le Dr Frenzel m'a infiltré à 2 reprises. Il y a eu un effet bénéfique, mais qui n'a pas suffi. J'ai reçu pas mal d'anti-inflammatoires et des traitements contre l'ostéoporose pour essayer de réparer l'os en dessous, parce que comme c'était une arthrose de grade 4, évidemment, les dégâts étaient assez en profondeur. Donc, je commençais à être un peu démoralisé et j'ai contacté un chirurgien à Bordeaux, le docteur Lasseur, qui m'a parlé de la possibilité d'infiltrer des PRP. Donc, il m'a pris des plaquettes qu'il a centrifugées du sang, pardon, donc il a centrifugé pour en extraire les plaquettes. Comme le expliquait tout à l'heure le docteur Frenzel, ça permet de booster un peu les hormones de croissance et de pouvoir diminuer l'inflammation, et ça pourrait aussi légèrement améliorer le cartilage. Donc, excusez-moi, j'ai fait donc cette infiltration de PRP qui a montré une petite efficacité au bout d'à peu près 1 mois ou 2. Je peux toujours marcher, mais les douleurs étaient un peu plus légères, et surtout, j'avais plus de douleurs au repos, ce qui commençait à être de plus en plus le cas avant ça.
Et 6 mois après, donc, j'ai envie de refaire une migration avec des cellules souches. Donc, c'est des cellules qui prennent généralement soit dans le tissu adipeux, donc dans la graisse, ou soit dans mon cas, ça a été de la moelle dans la crête iliaque, donc au niveau de la hanche. Donc, ils font un petit trou. Donc, ça se fait évidemment en anesthésie générale, du coup. Ils font un trou, ils prélèvent la moelle et ils l'infiltrent mélangé au PRP dans les chevilles. Et là, au bout d'à peu près 2 mois, j'ai commencé à avoir un effet vraiment bénéfique. Et à peu près au bout de 6 mois, je recommençais à marcher, cette fois sans canne anglaise. Donc, j'ai toujours eu une petite gêne au départ qui a diminué avec le temps. Et 2 ans plus tard, j'en ai refait une. Et là, depuis ce moment-là, je marche bien, je dirais 98% du temps. Et donc, juste pour vous citer les 2 chirurgiens qui ont fait ça, donc le docteur Lasseur qui est à l'hôpital de Libourne et au CHU de Bordeaux. Alors malheureusement, d'après ce que j'ai compris, il ne fait plus les chevilles maintenant, il se concentre plutôt sur les grosses articulations telles que les genoux. En revanche, la dernière que j'ai faite, elle était au CHU de Poitiers avec le docteur Bouget, B-O-U-G-E-T, qui est très sympathique, très, très efficace et qui m'a fait ça rapidement. Et j'ai jamais eu à avancer aucun frais. J'ai un 100% sur la maladie de Willebrand, ça a été pris en charge en totalité, donc ce qui, je pense, rassurera beaucoup de personnes. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions là-dessus, si on peut passer directement aux réponses du docteur. Merci beaucoup, Maxime. Je vous en prie. Donc, on voit que c'est quand même encourageant, on voit que certains de ces traitements peuvent être efficaces. Je pense qu'on y reviendra tout à l'heure dans la discussion. Et puis, je vais donner donc la parole à Danielle Noël. Je suis ravie qu'elle ait accepté de venir nous parler de travaux de recherche. Alors, Danielle Noël est chercheur à l'IRMB, Institute for Regenerative Medicine and Biotherapy. C'est un grand institut de médecine régénérative, donc à Montpellier, qui évidemment ne traite pas que les problèmes, malheureusement pour nous, peut-être les problèmes d'hémophilie, mais plutôt, si je ne dis pas de bêtises, tout ce qui est dégénération des cartilages, ça me paraît bizarre. Et, donc, régénérative, on va dire. La médecine. Et donc, elle va nous parler de l'utilisation de cellules souches pour le traitement de l'arthrose, et nous présenter comment ces travaux de recherche pourront peut-être un jour ou commencent à s'appliquer à l'hémophilie. Donc, vraiment, un grand merci, Danielle, d'avoir accepté de venir dans ce monde de l'hémophilie qui n'est pour l'instant pas le vôtre, mais qui, j'espère, va le devenir. Volontiers. Merci beaucoup. Je vais essayer de partager mon écran. Bon, merci beaucoup en tout cas Geneviève pour l'invitation et merci aux organisateurs de m'inviter pour partager notre expérience sur les cellules souches mésenchymateuses avec vous ce soir. Donc moi je vais vous parler de thérapie cellulaire. On va passer très vite sur le sommaire et je vais commencer par vous parler des cellules souches et pourquoi on les utilise et comment elles agissent. Alors, tout d'abord, si on veut définir ce qu'est une cellule souche, on va grossièrement les séparer en 2 types de cellules souches. Les cellules souches embryonnaires qu'on appelle pluripotentes, qui proviennent d'un embryon à quelques stades de développement et qui ont cette capacité de pluripotence, c'est-à-dire qu'elles sont capables de générer tous les organes de notre organisme. Ce n'est pas les cellules dont on va parler aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler des cellules souches adultes multipotentes. Ces cellules sont prélevées chez l'adulte ou chez l'enfant et elles ont cette capacité de multipotence, c'est-à-dire qu'elles vont être capables de générer plusieurs types de cellules spécialisées, mais pas toutes les cellules de notre organisme. On peut parler parmi ces cellules souches adultes de la cellule souche hématopoïétique. Quand on fait une greffe de moelle osseuse, c'est la cellule souche hématopoïétique contenue dans cette moelle osseuse qui va permettre de restaurer le système immunitaire. Et nous, ce soir, on va s'intéresser à un autre type de cellule souche adulte, qui est la cellule souche mésenchymateuse, que j'appellerai brièvement CSM dans certains cas.
Alors, donc, pourquoi on s'intéresse à ces cellules souches et en particulier aux cellules souches adultes? Parce que ce sont des cellules qui régénèrent nos organes. Alors, l'intérêt des CSM, les cellules souches mésenchymateuses, elles nous intéressent parce que ce sont les cellules qui vont régénérer le tissu musculo-squelettique, le cartilage, l'os, le tissu adipeux. Elles sont intéressantes parce qu'elles sont faciles à isoler à partir de la moelle osseuse. Tout à l'heure, le patient nous en a parlé, hein, il a eu un prélèvement de moelle osseuse. On peut aussi les isoler à partir de tissus adipeux ou de tissus type placenta ou cordon ombilical. Et à partir de cet isolement, on les amplifie in vitro assez facilement, en tout cas suffisamment pour obtenir des quantités qui sont compatibles avec une utilisation clinique. Alors, l'intérêt de ces cellules, c'est qu'il n'y a pas de problème éthique, contrairement aux cellules souches embryonnaires qui sont très réglementées au niveau de l'obtention et des usages et qui sont en général réservées à la recherche. Hein. Nous, les cellules souches adultes mésenchymateuses, il n'y a pas ce type de problème d'éthique. Bien sûr, on obtient des consentements éclairés de la part des donneurs, mais il n'y a pas du tout le même type de problème. Donc, elles peuvent provenir en autologue, ça veut dire que ce sont les cellules du patient qui vont être amplifiées et réinjectées au patient, ou alors elles peuvent provenir de donneurs. Dans ces cas-là, on parle de donneurs allogéniques, c'est-à-dire que un membre de la famille ou quelqu'un même qui ne fait pas partie de la famille peut donner sa moelle osseuse ou le tissu adipeux. On va isoler les cellules et ces cellules pourront être réinjectées au patient. L'autre intérêt de ces cellules souches adultes, et donc des CSM, c'est qu'elles sont stables génétiquement, contrairement aux cellules embryonnaires. Donc, il n'y a pas de formation de tumeur après réimplantation. Et dans le cadre des CSM, il y a eu plusieurs milliers de patients maintenant qui ont reçu ces cellules et il n'y a jamais eu de tumeur associée à l'implantation de ces cellules. Et puis, d'un point de vue thérapeutique, ce qui nous intéresse, c'est qu'elles possèdent des propriétés particulières. Elles possèdent ce qu'on appelle des capacités trophiques, et je vais y revenir, et des capacités de différenciation en cellules spécialisées. Alors, c'est basé sur ces deux caractéristiques que nous intéresse l'utilisation de la CSM. Donc, tout d'abord, je vous l'ai dit, elle a cette capacité de différenciation. Donc, la cellule souche va se différencier en des cellules spécialisées qui vont former de l'os ou du cartilage. Dans notre cas, ce sont les cellules qui nous intéressent quand on a une arthrose hémopathique. Et puis, à côté de cette capacité, elles ont aussi des capacités trophiques, c'est-à-dire qu'elles sont capables de sécréter tout un tas de molécules qui vont avoir des propriétés bénéfiques. Par exemple, des propriétés anti-inflammatoires ou alors des propriétés qui vont permettre la prolifération des chondrocytes. En tout cas, l'ensemble de ces molécules vont permettre d'avoir un effet bénéfique sur une articulation arthrosique qui est caractérisée par une mort cellulaire, par une inflammation, la formation d'ostéophytes, donc des zones calcifiées au niveau du cartilage qui ne sont pas du tout désirées dans un cartilage tout à fait sain, et puis inhiber la dégradation du cartilage. Alors, en fonction de l'utilisation que l'on veut avoir de ces cellules, on va montrer qu'en clinique, on a deux types en fait, de thérapies cellulaires qu'on peut développer. Si on s'intéresse aux capacités de différenciation de ces cellules pour former des chondrocytes, qui sont les cellules qui vont générer le cartilage, on va faire une thérapie cellulaire, mais qu'on appelle une ingénierie tissulaire. Pourquoi? Parce que ces cellules vont être combinées avec une matrice, un biomatériau, qui vont être ensemble implantés dans une lésion du cartilage. Alors, cette approche, en général, est intéressante plus pour des lésions focalisées, localisées du cartilage, qui sont souvent générées lors des pratiques sportives et qui provoquent des
des pertes de petite taille et qui sont importantes à traiter pour éviter que ça dégénère ultérieurement en des lésions beaucoup plus généralisées d'arthrose. Donc ça, c'est un type de thérapie cellulaire qu'on appelle ingénierie tissulaire. Et puis, si on s'intéresse à ces capacités trophiques des cellules, c'est-à-dire leur capacité à générer tout un tas de molécules bénéfiques, thérapeutiques, on va plus parler de thérapie cellulaire et thérapie cellulaire sans matrice. Donc, dans ce cas-là, les cellules souches mésenchymateuses sont injectées directement dans l'articulation et au travers de cette articulation, elles vont s'intégrer au niveau essentiellement de la membrane synoviale dont on vous a parlé en détail tout à l'heure. Et là, elles vont permettre pas de réparer vraiment le tissu, mais en tout cas de bloquer les inflammations, de bloquer toutes les lésions qui peuvent se générer avec le temps. Alors, basé sur ces deux types d'essais, on va aujourd'hui plutôt se focaliser sur ces derniers types de thérapie, ce qu'on appelle la thérapie cellulaire sans matrice. Un certain nombre d'essais cliniques ont déjà été réalisés dans l'arthrose, et quand je parle d'arthrose, essentiellement d'arthrose dégénérative, l'arthrose liée à l'âge, parce que ce sont le plus grand nombre de patients qui sont concernés par cette arthrose. Et donc, certains essais cliniques qui ont été réalisés ces dernières années ont utilisé effectivement la cellule souche mésenchymateuse. Donc, soit des cellules souches issues de moelle osseuse, soit issues de tissus adipeux. Un cas même de cellules provenant du cordon ombilical qui sont très riches en ces cellules. Dans ces essais, on a utilisé soit les cellules autologues, c'est-à-dire les cellules du patient, soit des cellules allogéniques, c'est-à-dire les cellules d'un donneur qui sont réinjectées chez ce patient, et des doses très variables, comme vous pouvez le voir, ont été injectées dans l'articulation. Donc, pour comprendre comment ça se passe, donc, le patient, si c'est en autologue ou un donneur, si c'est en allogénique, va fournir le tissu, donc soit du tissu adipeux, soit de la moelle osseuse. À partir de ce tissu, on va pouvoir isoler ces cellules souches mésenchymateuses, les amplifier in vitro pour générer des quantités qui sont compatibles avec la réimplantation. Bien sûr, ces cellules vont subir un certain nombre de contrôles qualité drastiques pour évaluer les contaminations, bien sûr, mais aussi que ces cellules sont conformes à des CSM et qu'elles sont viables et qu'elles peuvent être vraiment utilisées avant de les implanter. Et donc, une fois qu'on a ces cellules, soit on peut les cryopréserver, et c'est souvent le cas des cellules allogéniques, donc elles seront décongelées lors de l'utilisation, soit on les utilise fraîches, donc fraîchement obtenues, et elles peuvent être expédiées sous 24 à 48 heures dans un centre clinique. Donc, par exemple, un centre producteur de cellules peut très bien, sur l'Europe, envoyer des cellules dans les 48 heures de viabilité de ces cellules. Et ensuite, arrivées dans le centre clinique, elles seront injectées simplement sous contrôle échographique dans l'articulation touchée, et le patient va rentrer chez lui le soir même. Donc, c'est quelque chose de relativement simple à mettre en place. Alors, en utilisant cette approche, il y a un essai clinique de phase 1 qui s'appelle ADIPOA, qui est l'essai clinique français qui a été initié il y a quelques années maintenant, et qui est coordonné par Christian Jorgensen, qui est donc le directeur de l'institut de recherche dans lequel j'effectue mon travail, et qui est donc rhumatologue et chef de service sur Montpellier. Donc, cet essai a consisté à évaluer la... attendez, excusez-moi, j'ai mon ordinateur qui va s'éteindre. Hop, brancher, je suis désolée pour cette interruption. Voilà. Donc, cet essai a consisté à tester donc la faisabilité et la sécurité de l'injection de cellules souches chez des patients atteints d'arthrose. Donc, dans ce cas-là, il n'y avait pas de comparateur, donc pas de test d'effet placebo.
18 patients ont été inclus et ont reçu des CSM de tissu adipeux autologues. Donc, c'était leurs propres cellules qu'ils ont reçues. Et 3 doses ont été testées pour voir s'il y avait un effet différent en fonction de la dose de cellules injectées. Ce que l'on peut voir sur ces schémas et sur ces graphes, c'est qu'ici, on a une échelle pour estimer la douleur de l'articulation. Et ce que l'on peut voir ici, c'est que quelle que soit la dose qui a été injectée, au bout de 6 mois, on a une diminution de la douleur chez les patients. Si on regarde le test fonctionnel, là aussi, on a une amélioration du test fonctionnel au bout de 6 mois, quelle que soit la dose injectée. Donc, ce qu'a montré cette première étude de phase 1, c'est que le traitement est sûr, il n'y a pas eu d'effet secondaire indésirable. On a eu une amélioration de la fonction articulaire et une diminution de la douleur. Alors, cet essai n'a pas testé l'efficacité, puisque, comme je vous ai dit, il n'y avait pas de comparateur, il n'y avait pas de placebo, il n'y avait pas d'autres traitements, mais ces résultats sont encourageants et suffisamment, en tout cas, pour avoir initié un essai clinique de phase 2, qui est en cours, qui s'appelle ADIPOA2. C'est pas très original, on a juste rajouté le chiffre 2 pour indiquer que c'était une phase 2. Et là, 150 patients ont été inclus et on peut cette fois-ci comparer 2 doses, on a choisi 2 doses et le placebo pour pouvoir évaluer si le traitement est plus efficace que si on ne fait rien. Donc, cet essai est encore en cours et donc je ne pourrai pas vous donner de résultats ce soir, mais plus des 2 tiers des patients ont été injectés maintenant et on espère pouvoir avoir des résultats dès l'an prochain. Alors, on n'est pas les seuls à avoir fait ces études, bien sûr. À ce jour, il y a 19 études qui ont été publiées et plus de 500 patients inclus. Et lorsqu'on analyse tous les résultats combinés, ce que l'on peut dire au jour d'aujourd'hui, c'est que la thérapie cellulaire avec les cellules souches mésenchymateuses ont une efficacité supérieure au placebo, sans effet indésirable associé. Dans ces études, ce qui a été montré, c'est qu'il y avait une diminution de la douleur, une amélioration de la fonction articulaire et aussi une amélioration de la qualité de vie des patients. Alors, ces études n'ont pas vraiment montré de différence selon la source de cellules, puisque je vous ai dit, il y a plusieurs types de cellules qui ont été testées. Pas vraiment de différence non plus selon la dose injectée, ce qui laisse supposer que finalement, ce n'est pas la peine d'en mettre trop. Un nombre suffisant peut suffire. Et quelques études ont montré également une augmentation du cartilage à 2 ans. Alors là, il faut quand même être prudent, ça reste à confirmer. Pour l'instant, ce que l'on sait, c'est qu'on retarde les progressions des dégradations. Dans certains cas, comme je vous le dis là, il semblerait que le cartilage est un peu plus épais, donc comme s'il y avait une régénération. Mais à nouveau, il faut être prudent et ça reste à confirmer. Alors, je viens de vous montrer les résultats pour l'arthrose liée à l'âge. Est-ce que ces traitements peuvent être intéressants pour l'arthrose hémophilique? Alors, on peut supposer qu'effectivement, ça peut être intéressant parce qu'on a des dégradations cartilage et os qui sont similaires à l'arthrose dégénérative, mais il y a une inflammation qui serait plus proche de ce qu'on voit dans une polyarthrite rhumatoïde, par exemple, qui est très caractérisée par une inflammation très importante de la membrane synoviale. Donc oui, on peut supposer qu'effectivement, des traitements pourraient être intéressants et ce serait vraiment nécessaire de montrer le bénéfice. Alors aujourd'hui, quels sont les résultats qui ont été obtenus dans l'arthrose hémophilique? Eh bien, en fait, il y a très peu d'études qui ont été montrées. C'est assez frustrant. Et il y a essentiellement 2 stratégies qui ont été développées. La première, c'est d'utiliser ces fameuses cellules souches mésenchymateuses, mais pour exprimer des facteurs de coagulation. Donc, c'est de la thérapie génique associée à de la thérapie cellulaire pour surexprimer et apporter localement dans l'articulation le facteur 8 ou un autre facteur. Ici, dans cette étude dont je vous parle, c'est le facteur 8 qui a été testé chez des cochons hémophiles. Donc, ça a été injecté en systémique et la première bonne nouvelle, c'est qu'en fait, même injecté en systémique, les cellules sont retrouvées dans l'articulation. Donc ici, ce que l'on voit là, ces petits points bleus, ce sont les cellules
présentes dans la membrane synoviale. Et en rouge, ce sont les cellules qui ont été injectées au niveau systémique, donc dans la circulation. Donc, la bonne nouvelle, c'est que les cellules, elles vont migrer dans l'articulation qui est malade. Donc, elles vont se localiser là où elles ont besoin d'agir. Et ce qui a été rapporté dans cette étude, c'est qu'il n'y a plus de saignement spontané et il y avait une résolution des hémarthroses. Alors, ils ont pu mettre en évidence qu'effectivement, ces cellules survivent 3 mois. Ils supposent que c'est lié à la sécrétion de facteur 8, mais ils n'ont pas pu le détecter dans la circulation. Donc, il est possible qu'il ait été utilisé localement et c'est pour ça qu'il n'était pas détectable. En tout cas, il y avait un effet bénéfique sur les saignements. La deuxième stratégie qui se rapproche de ce qui est fait dans l'arthrose dégénérative, qui est cette stratégie d'inhibition des dégradations cartilagineuses par les cellules souches, en fait, elle a été très peu investiguée et à vrai dire, il n'y a qu'un article et encore assez peu convaincant qui a été publié à ce sujet. Dans ce cas-là, ce sont des cellules souches mésenchymateuses qui ont été injectées chez des lapins hémophiles. Et ce que l'on voit sur ce graphe ici, c'est que l'épaisseur du cartilage qui est de l'ordre de 0,4 mm chez un lapin sain, qui est dégradé chez les lapins hémophiles, puisqu'on n'a plus que 0,1 mm d'épaisseur, il est quand même préservé chez les lapins qui ont reçu des cellules souches mésenchymateuses ici. Alors, on ne revient pas au niveau du cartilage sain, mais il y a un petit effet protecteur. Donc, plutôt encourageant, mais à nouveau, cette étude, elle est assez décevante parce qu'il n'y a pas beaucoup d'analyses qui ont été réalisées. Alors, il y a quand même eu un cas qui a été réalisé chez l'homme, chez un jeune patient de 25 ans, je crois, qui a reçu 5 infusions intraveineuses de cellules souches mésenchymateuses allogéniques sur un total de 50 jours. Et ce qu'a pu rapporter ce patient, c'est qu'il a vécu moins d'épisodes de saignement et il a eu besoin de moins il a eu recours à moins de supplémentation en facteur 8 et il a pu reprendre beaucoup plus d'activité physique et il estime que son amélioration a duré à peu près 4 mois. Alors, ce qui était intéressant dans cette étude à nouveau, c'est que donc au démarrage, après injection de ces cellules donc systémiques à nouveau, on les retrouve pendant la première heure au niveau du poumon. Donc ça c'est assez classique, on sait qu'elles sont localisées au poumon. Mais un jour après, on les retrouve dans le foie et dans l'articulation malade. Donc à nouveau, cette étude montre que les cellules sont capables de migrer là où elles ont besoin d'agir. Et là, en l'occurrence, chez ce patient, on les avait détectés encore à 6 jours. On ne peut pas les détecter au-delà parce que le radioélément qui a été utilisé ensuite ne permet plus de voir les cellules pour savoir si elles ont survécu dans l'articulation ou si elles ont disparu. Donc, la première bonne nouvelle, c'est qu'effectivement, les cellules ont migré dans l'articulation la plus touchée et que des améliorations ont pu être observées. Alors, les limites de cette étude, c'est que finalement, on ne sait pas trop quel effet est associé à cette amélioration. Les cellules souches, elles sécrètent un petit peu de facteur 8, donc il est possible qu'elles étaient capables de libérer un peu de facteur 8 localement dans l'articulation et que ça a suffi pour améliorer les problèmes de saignement. Il est possible aussi qu'elles aient eu des effets anti-inflammatoires ou chondroprotecteurs, mais là, bien sûr, il n'est pas possible de pouvoir savoir vraiment quel a été le mécanisme d'action de ces cellules. Alors, je vais terminer sur quelques conclusions peut-être avant de passer aux questions. Donc, ce que l'on sait aujourd'hui de la thérapie cellulaire dans l'arthrose, de manière générale, c'est que les essais cliniques indiquent une efficacité de ces cellules souches avec la thérapie cellulaire qui est supérieure à un effet placebo et pas d'effet indésirable associé. Donc, l'intérêt de la thérapie cellulaire reste à démontrer dans l'arthrose hémophilique. Vous avez vu qu'il y a très peu de données qui ont été obtenues dans l'arthrose hémophilique. On a des résultats encourageants chez un patient hémophile, mais bien sûr, ce que je vous disais, il y a très peu d'études précliniques et peu de modèles pertinents. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a certainement une optimisation qui est nécessaire. Chez ce patient, il a reçu des doses importantes, une répétition sur 5
50 jours. Est-ce que c'est nécessaire? Pas sûr. Quelle est la durée d'efficacité du traitement? Donc, dans son cas, il a noté une amélioration de 4 mois, mais à nouveau, c'est un patient et c'est un patient qui a rapporté son propre ressenti. Ce serait bien aussi d'avoir un ressenti de plusieurs patients différents, parce qu'on sait qu'il y a un effet important selon les patients. On est plus ou moins sensible à la douleur, etc. Donc, ce serait vraiment important d'avoir un peu plus de données. Et puis, ce serait aussi intéressant de tester des mécanismes d'action pour essayer de comprendre comment ces cellules, elles fonctionnent. Est-ce que c'est au travers de la sécrétion de facteur 8? Est-ce que c'est d'autres effets? Tout est à découvrir et tout est à faire. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps de vous parler de perspectives, peut-être très rapidement, en quelques mots. On peut donc déjà Pardon? Si, parler des perspectives. D'accord. Donc, déjà, les perspectives, c'est de développer des modèles et vraiment d'apporter la preuve, au moins dans des modèles précliniques avant d'aller chez l'homme, que la thérapie cellulaire peut être efficace pour les arthropathies hémophiliques. Mais si on commence déjà à se dire que oui, au vu des résultats obtenus dans l'arthrose dégénérative, on peut espérer qu'on ait des effets intéressants, on peut déjà essayer d'imaginer comment on peut améliorer un petit peu les choses. Alors peut-être que si elles agissent au travers de la sécrétion de facteur 8 et qu'elles disparaissent très vite après implantation, eh bien peut-être qu'il faut les protéger, par exemple en les encapsulant, de manière à éviter qu'elles soient dégradées par le système immunitaire, par exemple, et qu'elles survivent un peu plus longtemps et qu'elles puissent sécréter plus longtemps le facteur 8. Ce que je ne vous ai pas évoqué aujourd'hui, mais on pourra l'évoquer lors des questions, c'est que ces cellules, je vous ai dit, elles ont des capacités trophiques, elles sécrètent beaucoup de molécules, mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on se rend compte que la majorité de ces molécules sont contenues dans ce qu'on appelle des vésicules extracellulaires, c'est-à-dire des petites bulles qui sont relarguées par les cellules et qui contiennent beaucoup de ces principes actifs. Et donc, peut-être qu'au lieu d'utiliser les cellules, peut-être que ce serait plus simple d'utiliser ces vésicules. Donc ça, c'est des choses qui sont en cours de thèse, sur lesquelles je travaille moi dans l'arthrose dégénérative et qui montrent leur intérêt. On sait aussi qu'on peut améliorer l'efficacité de ces cellules, on peut les préactiver par un certain nombre de traitements pour qu'elles soient plus efficaces. On peut aussi peut-être sélectionner parmi les différents types de cellules souches mésenchymateuses des cellules qui soient plus efficaces. Donc il y a des pistes d'amélioration qui sont possibles. Et je terminerai juste sur cette diapositive pour vous dire que je ne travaille pas toute seule. Moi, j'ai une équipe avec moi et on travaille sur l'arthrose avec plusieurs personnes qui sont encore présentes ou qui sont parties. Et puis, donc, Alexandre Théron qui nous a rejoint pour travailler sur cette thématique très particulière de l'arthrose hémophilique. Et j'espère avoir des résultats à vous montrer intéressants d'ici quelques temps. Je vous remercie en tout cas de votre écoute. Écoutez, merci beaucoup. À vous, Daniel, à tous les intervenants de cette session. Je pense que j'espère que ça a intéressé tout le monde. Donc, on va passer maintenant aux questions. Alors, je ne sais pas, peut-être que le docteur Frenzel, vous voulez rajouter faire une petite synthèse de ce qu'on a dit aujourd'hui ou on passe directement aux questions? Bon, comme vous le souhaitez. Après, effectivement, je pense que pour moi, c'était effectivement en tout cas, les présentations étaient vraiment très claires. Hein. Je pense qu'après, vu le nombre de questions là que je vois, je pense qu'on va être pas mal occupé. Mais vraiment, je pense que voilà, en tout cas, les perspectives de régénération du cartilage sont vraiment très intéressantes. Hein. Et j'espère qu'on pourra mettre cela rapidement en place pour nos patients, évidemment. Alors, on va reprendre des questions peut-être un petit peu dans l'ordre. Hein. Donc, il y en a une première qui demande peut-on dire que la multiplication des infiltrations n'a aucun effet délétère à terme sur l'articulation? Non, je ne pense pas. Après, en fait, souvent, ce qu'on me demande, c'est est-ce qu'on peut faire une infiltration tous les jours ou tous les mois? Il n'y a pas d'effet délétère. Mais je pense que si on doit faire une infiltration tous les mois ou toutes les semaines, c'est que l'efficacité probablement n'est pas optimale. C'est surtout par rapport à ça. Et voilà, on part du principe que pour qu'une infiltration soit efficace, on attend au moins une efficacité de plusieurs mois et on peut les refaire. Mais en tout cas, il n'y a a priori pas de risque sur la réalisation de cette infiltration.
quand elle est bien réalisée dans des lieux où, effectivement, pour éviter toute infection, hein, bien entendu. Alors, il y avait une question pour savoir si on pouvait de la même façon, enfin, travailler sur la reconstitution de l'épaule. Peut-on reconstruire du cartilage à l'épaule? Alors, je ne sais pas si ça s'adresse à moi. En général, les articulations qui sont les plus testées, c'est plutôt les articulations portantes, donc le genou, la hanche, en tout cas pour l'arthrose dégénérative. Et pour le coup, vu déjà la variabilité des réponses, c'est vrai que la plupart des essais cliniques essayent au moins d'obtenir des résultats dans une articulation dans un premier temps. Si on a des effets, on pourra se dire qu'effectivement, cette efficacité peut s'étendre à d'autres articulations. Mais au jour d'aujourd'hui, pour la thérapie cellulaire, c'est surtout l'arthrose du genou qui a été évaluée. Alors, il y a une question qui demande à quel âge on peut envisager l'imagerie pour détecter les arthropathies. À tout âge, hein. Il y a pas de, à tout âge. Maintenant, on a en fait des scores qui nous permettent de bien repérer, d'utiliser l'échographie, même chez les tout petits. Hein. Donc, il n'y a pas de limite d'âge, en tout cas, pour l'utilisation de cette imagerie. C'est sûr que, voilà, chez les tout petits, bon, l'arthropathie ne va pas apparaître comme ça. Donc, c'est au bout d'un certain nombre d'années. Oui, chez les petits, ça reste intéressant. Maintenant, je pense que c'est particulièrement intéressant à partir à plus de 10 ans, ou quand effectivement la marche s'était bien établie depuis un certain temps, où là, vraiment, le rôle de l'échographie, en tout cas pour la détection de ce qu'on discutait tout à l'heure, de cette synoviale, est vraiment important. Alors, il y a une question que je pense qui est plutôt pour vous, Daniel. Y a-t-il une solution d'utilisation de cellules souches pour traiter des articulations de cheville sévèrement atteintes d'arthropathie pour lequel la pose d'une prothèse n'était plus possible à cause de la nécrose osseuse présente dans l'articulation? Donc, est-ce qu'il y a des limites à l'utilisation de ces cellules souches mésenchymateuses? Alors, oui, quand on parle de prévention, typiquement dans la thérapie cellulaire, il faut le voir comme ça aussi. C'est-à-dire que régénérer un cartilage qui n'est plus là, on ne fait pas de miracle. Je vous ai dit, hein, à l'heure actuelle, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une protection contre les dégradations ultérieures. Ça, oui, on l'a montré dans des modèles animaux. On le voit aussi chez les patients qui ont reçu ces traitements. Après, de la régénération, c'est-à-dire reconstruire un cartilage, là, idéalement, ce serait plus des approches d'ingénierie tissulaire qu'il faudrait utiliser, c'est-à-dire ces fameux scaffolds associés à des cellules pour reconstituer un cartilage. Et là, c'est pareil, la recherche s'y intéresse depuis de nombreuses années. Les résultats sont pas probant, on a du mal quand même à avoir des résultats sur du long terme, des résultats surtout reproductibles. Donc, dans certains cas, ça marche bien. Ça marche bien quand on a des petites lésions. Sur des lésions d'arthrose généralisée, c'est vraiment pas applicable. Donc, à nouveau, enfin, ce qu'on disait par rapport au traitement classique, hein, la prévention d'abord, et ce sera beaucoup plus facile quand même que de régénérer complètement. On avait vu il y a peut-être quelques mois, un an, un papier qui avait été pas mal commenté dans les médias où il y avait par une équipe de Strasbourg, je crois, ou Nancy, enfin dans l'Est, des pansements pour réparer l'articulation. Et j'avais posé la question à ce moment-là au docteur Frenzel qui m'avait dit pas quand il y a… quand l'articulation est trop abîmée. Alors, je ne sais pas si vous redites la même chose maintenant. Oui, je vois très bien l'équipe à laquelle vous faites allusion, effectivement, mais oui, ça rejoint ce que je viens de dire. Hein. Quand il n'y a plus de cartilage, malheureusement, c'est un peu difficile. Docteur Frenzel, vous avez quelque chose à rajouter par rapport à ça, c'est-à-dire quand il n'y a plus de cartilage, pour donner un tout petit peu d'espoir quand même? L'espoir, il y en a toujours. Après, c'est sûr que, voilà, déjà, dans un premier temps, on essaie quand même de le préserver, comme vous avez effectivement, enfin, en tout cas, pu le voir sur ma présentation. Et c'est vrai qu'on a peu, voire pas de données quand il y a
cartilage, ou en tout cas, parce qu'il y a le cartilage, il y a l'os aussi, il faut aussi que ce pansement puisse, entre guillemets, s'accrocher quelque part. Et c'est vrai qu'avoir du tissu bien vascularisé et autres, c'est sûr qu'on s'attend à avoir une meilleure efficacité. Mais bon, après, les techniques évoluent et voilà, j'espère que voilà, ces techniques vont pouvoir également s'appliquer, même quand il reste plus beaucoup de cartilage. Alors, il y a une question qui s'adresse à Maxime. Maxime, peux-tu nous expliquer comment tu as fait pour trouver les professionnels de santé qui t'ont fait cette thérapie cellulaire? As-tu été en relation avec l'hématologue qui te suit habituellement? Les professionnels ont-ils eu peur d'intervenir sur une personne qui avait un Willebrand de type 3? Maxime? Hop, un instant, excusez-moi. Je remettais le casque. Alors, le premier médecin, donc je l'ai trouvé sur Internet, le docteur Lasseur, un peu par hasard en cherchant justement des techniques de réparation de cartilage. Je l'ai contacté sur son mail directement et il m'a invité à prendre rendez-vous avec lui. Et effectivement, au début, il me posait un peu des questions sur le fait d'avoir un problème de coagulation. Est-ce que ce ne serait pas dangereux lors de l'opération ou est-ce que ça pourrait aussi rendre le traitement inefficace vu qu'un saignement pourrait, j'imagine, faire tomber à l'eau l'intervention. Et non, je les ai un petit peu rassurés sur le fait que les facteurs de coagulation étaient assez efficaces et ils ont eu confiance en ce que je leur ai dit et ils ont bien fait, je pense, parce que ça a plutôt bien marché. Et la deuxième personne donc, que j'ai rencontré, le docteur Bouget, c'était un ami de la fac, d'un médecin d'Orléans que je connaissais. Donc il m'a donné son numéro, je l'ai contacté et pareil, on a pris rendez-vous assez rapidement. Ça se fait un peu au bouche à oreille, j'ai l'impression, ou à la recherche. C'est vrai que je n'ai pas trouvé d'endroit où on avait vraiment les praticiens qui faisaient ce genre d'intervention, malheureusement. Alors après, pour ce qui est des PRP, en revanche, j'ai l'impression que c'est assez courant aujourd'hui. Ça se fait de plus en plus dans tout ce qui est clinique, médecine de sport. Je sais que je connais quelqu'un qui fait du basket et qui a eu une infiltration quelques mois de ça à Orléans, dans un petit cabinet à Orléans, et qui a trouvé ça assez facilement. Donc c'est en train de se démocratiser assez vite, j'ai l'impression, en tout cas au moins pour les PRP. Alors, il y a une question. Si on a eu des prothèses, la thérapie cellulaire n'est sans doute pas encore il y a 5 ans, quel avenir, durée de vie d'une prothèse, par exemple? C'est-à-dire, est-ce que c'est compatible avec une prothèse? Je ne sais pas, peut-être que c'est plutôt Laurent Frenzel qui pourrait répondre. Alors, la thérapie cellulaire, elle est encore en train d'être évaluée. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est proposé en clinique pour l'instant. C'est encore des essais cliniques, donc il faut pouvoir participer à un protocole clinique. Quant à la durée de vie d'une prothèse, ça s'améliore un peu, mais c'est 10-15 ans. Enfin, je ne sais pas, là, le docteur Frenzel pourra sans doute mieux répondre que moi. Oui, c'est sûr qu'une articulation qui a bénéficié d'une prothèse, d'envisager en tout cas un traitement par cellule souche de l'articulation là, c'est sûr que c'est peut-être un peu moins évident parce que forcément il y a déjà des choses en place. Après, sur la durée de vie, voilà, ça dépend beaucoup déjà de la prothèse, de la localisation de la prothèse. Une prothèse de hanche, une prothèse de genou, par contre, on fait ce qu'on appelle une durée de vie de prothèse, hein, qui est plutôt longue, voire très longue. Après, on met également des prothèses au niveau des chevilles, un peu quelque part au niveau des épaules. Là, on est un peu plus dans le début de ce type de procédé. On sait un peu moins sur cette durée de vie des prothèses. Mais c'est vrai que le matériel qui est actuellement utilisé est plutôt du bon matériel, hein, et donc il permet justement de garder la prothèse le plus longtemps possible. Alors, il y avait une question qui avait été posée avant la session. Pourquoi la recherche s'est-elle focalisée sur les traitements et pas sur la réparation des cartilages? Pour des raisons économiques, vendre un traitement, c'est plus rentable, point d'interrogation, ou parce que réparer est par nature difficile? Alors, je laisse peut-être Daniel répondre à ça. Ça revient un petit peu à la discussion qu'on a eue tout à l'heure. C'est plus facile de prévenir que de réparer. Tous ces traitements ont un coût, c'est pas une histoire de coût. La thérapie cellulaire, c'est pas non plus quelque chose qui sera généralisable et ça a un coût. Hein. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment montrer une efficacité de cette thérapie cellulaire.
Voilà, à nouveau, plus vite, enfin, mieux vaut prévenir et plus vite on intervient, plus vite on peut espérer pouvoir avoir un effet bénéfique parce que, comme on l'a dit, hein, il y a beaucoup d'inflammation dans ces chevilles ou dans ces articulations hémophiliques et cette inflammation crée un contexte qui va continuellement dégrader le cartilage. Donc, il faut stopper ça le plus vite possible. Donc, c'est vrai que si on arrive à avoir un traitement le plus tôt possible, à partir du moment où on aura montré que ça fonctionne quand même dans ces arthroses hémophiliques, parce qu'à nouveau, il y a très peu quand même de données là-dessus, bah oui, il faudra intervenir très vite et ça évitera de poser des prothèses. Hein. C'est le but, hein, même pour l'arthrose dégénérative. Oui, c'était une des questions qu'il y avait aussi ce matin avant la session. Quand il y a un enfant de 10 ans qui a déjà mal dans ses articulations, bah, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc peut-être que ça sera effectivement une alternative à la prothèse. Alors moi, j'avais aussi une question par rapport à tous les traitements que vous avez cités, Laurent Frenzel. Est-ce qu'il y a un ordre pour les faire ou est-ce que ça dépend du médecin qu'on rencontre ou par exemple, est-ce que vous êtes plutôt pour commencer par quelque chose de simple, genre infiltration, et puis ensuite on va du PRP, et ensuite, ou est-ce que c'est en fonction du patient ou en fonction du médecin? Bah, c'est toujours quand même un petit peu en fonction du médecin quand même, hein, ça c'est sûr. Bon, bah, ça c'est comme ça. Hein. Après, je dis pas que voilà, l'essentiel c'est que ça va bien, après en tout cas que l'articulation fait moins mal. Est-ce qu'il y a un ordre? Bah, ça dépend de chacun. Alors, quand il y a de la synoviale, comme je l'expliquais, donc cette hypertrophie synoviale, on va essayer de la faire réduire. Et ça, je pense que oui. Alors, c'est sûr que je vais encourager à faire des infiltrations de corticoïdes pour essayer de réduire, essayer de protéger au maximum des saignements, des micro-saignements de l'inflammation. Ça, c'est sûr, ça, c'est évident. Après, voilà, entre viscosupplémentation, PRP, et j'espère rapidement le traitement par cellules souches, voilà, pour l'instant, il n'y a pas d'ordre, ça dépend vraiment de chaque patient. Je pense que c'est un peu de l'état articulaire, de qu'est-ce qui est abîmé, qu'est-ce qu'on attend de traitement. Donc voilà, donc ça, il n'y a pas de recommandation universelle, en tout cas pour l'instant. C'est ça, il n'y a pas de recommandation. C'est un peu. Alors, une autre question pour vous, là, docteur Frenzel. Le docteur Frenzel nous dit parfois que la douleur est psychologique, vu qu'il n'y a pas d'hémarthrose sur le moment, mais en vous écoutant, il y a bien un problème au niveau de la synoviale, en sachant qu'il reste peu de cartilage sur le membre où nous ressentons la douleur. Alors, le fait d'avoir mal souvent et longtemps, forcément, il y a évidemment un impact psychologique. C'est sûr, c'est quand même pénible, quoi. Je veux dire, qu'on soit bien d'accord. Maintenant, si on vous dit que tout se passe dans la tête et qu'il n'y a rien du tout, que vos articulations sont nickel, non, je pense que là, si un médecin vous dit ça, vous lui dites, bah, écoutez, prenez mon articulation pendant quelques temps et puis on verra après. Non, ça, c'est pas vrai. Même s'il n'y a pas de saignement, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune raison d'avoir des douleurs. Bah non, à partir du moment où il y a cette synoviale qui fait mal, il y a le cartilage qui manque, qui frotte, qui fait que les articulations frottent, évidemment que ça fait mal. Hein. Donc, non, il y a une part psychologique du fait d'avoir des douleurs chroniques, oui, ça bien sûr, mais il y a une vraie raison qui explique les douleurs. Hein. Alors, il y a un témoignage là. Il y a 3 semaines, j'ai subi une infiltration synoviorthèse, isotope, cheville gauche, dont les articulations sont très abîmées. Cela a changé ma vie, je suis très content. Ma question, je voudrais savoir combien de temps durera cette amélioration. Bah, le plus longtemps possible, hein, j'espère. Hein. Donc après, il y a pas on peut pas prévoir effectivement en général. Ça dure plutôt assez longtemps, le plus longtemps possible. Donc en général, ça dure plusieurs mois, voire années. Donc voilà, par ailleurs, ce qui est vraiment important, vraiment j'insiste, hein, mais c'est aussi la reprise. Hein. Donc j'espère que du fait que vous ayez moins mal, que vous puissiez plus rapidement, plus facilement, en tout cas, reprendre une activité physique. Hein. Donc derrière, pour justement bien faire durer le plus possible l'efficacité, en tout cas, de ce geste. Il y a aussi encore une question, et moi j'avais aussi, ça allait un petit peu dans le même sens. Vous avez parlé de seuil idéal de la prophylaxie pour protéger les articulations, qui est relativement, ce seuil, il est relativement bas quand, sur la courbe que vous avez montrée. Et là, il y a une question qui dit, je retiens aussi de votre intervention que la prophylaxie préserve de beaucoup de dégâts, mais pas de tous. Faut-il augmenter les dosages de prophylaxie? Donc, ça va un peu dans le même sens. Passer tous les patients sur les nouveaux traitements. Et est-ce que les personnes atteintes d'hémophilie mineure sont aussi candidats au traitement que vous proposez?
ou à la thérapie cellulaire? Ouais, c'est compliqué, je ne peux pas dire, effectivement. Après, voilà, ça, il faut voir ça avec vos médecins qui vous suivent dans vos centres, effectivement, sur le terme de traitement. Après, la question, c'est est-ce que mon traitement est suffisant pour me protéger mes articulations? C'est une question importante. Et ça, alors, on peut dire que oui, on peut doser votre facteur, etc., de voir un peu combien vous êtes. Pour moi, c'est vraiment pas ce qui est important. Ce qui est important, c'est comment vont vos articulations. Et donc, c'est les outils, comme je vous ai montré, de l'échographie, par exemple, ce genre de choses. On peut vraiment voir de manière très précise si justement vos articulations elles vont bien, elles ne saignent pas du tout, elles ne micro-saignent pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette synoviale qui apparaît, on sait qu'elle va être délétère, c'est que votre traitement est très bien adapté. Par contre, si ce n'est pas le cas, je pense qu'à ce moment-là, pourquoi pas discuter de modifier votre traitement, d'augmenter les doses ou de changer de traitement, ça c'est effectivement à voir en fonction, mais pour effectivement assurer une meilleure prophylaxie et de protéger vos articulations de ces saignements. Alors, ça, c'est je dirais un clin d'œil, si je puis me permettre, de Thomas Sanier, donc l'ancien président, le président d'honneur de l'AFH, qui me l'adresse à moi et qui me dit, en parlant de votre présentation, Daniel, voilà un projet de recherche à soutenir. Est-ce que vous seriez intéressé par un financement d'un projet de recherche soutenu par l'AFH? Ben, oui, bien sûr, hein, si on peut avoir des moyens pour permettre de faire avancer ces recherches qui sont quand même très, très débutantes sur l'arthrose hémophilique, oui, bien sûr, on est toujours intéressé. Alors, bon, on n'a pas dit notre dernier mot. Hein. Pour qu'on trouve les fonds, on aura une session là-dessus lundi, mais ça serait je pense que ça serait très bénéfique. Alors, moi, je croyais avoir vu toutes les questions, mais on me dit que non. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce que j'ai oublié? Alors, il y avait une question, mais je crois que vous y aviez répondu, sur le remboursement de l'acide hyaluronique. Mais vous avez répondu que ce n'était pas remboursé. Alors, une question, je pense, pour laquelle c'est assez facile de répondre. Quelle activité conseillez-vous chez l'enfant de 4 ans quand celui-ci se plaint parfois de douleurs articulaires? Faut-il stopper ou encourager la marche malgré tout? Je pense que la première chose, c'est de savoir pourquoi effectivement il a mal. Hein. Donc, essayer de voir est-ce que c'est des hémarthroses ou est-ce que c'est simplement des douleurs de croissance ou des douleurs liées au tendon qui n'ont rien à voir. Hein. Et à partir de ce moment-là, oui, bien sûr, il faut favoriser la marche. Mais bon, c'est un enfant de 4 ans. Quoi. Je veux dire, c'est pas toujours facile. Hein, mais, oui, bien sûr. Alors, il y a une question qui vous est adressée encore, vous, docteur Frenzel. Vous êtes à la fois rhumatologue et hématologue. Qu'est-ce que vous faites comme analyse de la thérapie cellulaire et quel intérêt pour le clinicien que vous êtes? Oui, alors j'ai déjà un peu répondu, je crois, donc, à cette question. Évidemment, ça a l'air très intéressant et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Je pense que c'est vraiment quelque chose, à partir du moment où les différentes études vont montrer que ceci est possible et que c'est efficace pour les patients avec une arthropathie hémophilique, évidemment, c'est quelque chose j'espère qu'on va pouvoir utiliser dans notre pratique courante, tout à fait. Je reviens sur une question, je ne sais pas si vous y avez répondu, si je vous l'ai posée et si vous avez déjà répondu ou pas. L'infiltration des corticoïdes n'affecte-t-elle pas le cartilage restant? On ne l'avait pas abordé celle-là. Oui, je crois que j'avais répondu sur le chat. Non, bien sûr que non. Hein. Donc, au contraire, on attend plutôt un bénéfice. Alors, sur le cartilage, les corticoïdes, non, probablement pas. Après, il y a toujours effectivement l'œdème de l'os qui peut effectivement faire des douleurs. Et surtout, moi, les corticoïdes, avant tout, c'est pour traiter l'hypertrophie de la membrane synoviale. Mais non, sur le cartilage, en tout cas, il n'y a pas. Si la question c'était est-ce qu'il y a un effet délétère? Non, clairement. Alors, aujourd'hui, être hémophile modéré ou mineur, c'est plus de problèmes d'arthropathie car généralement, il n'y a pas de prophylaxie mise en place.
Oui, alors c'est… Oui, je n'avais pas répondu à ça, effectivement. C'était la deuxième partie de la question, j'allais y revenir. Alors, c'est quelque chose d'intéressant parce que moi, j'ai pas mal de personnes qui sont, patients que je suis, qui sont hémophiles modérés ou mineurs parce que leur taux de facteur est un peu dosable, mais qui ont effectivement des problèmes articulaires comme quelqu'un qui serait dit sévère avec pas de facteur circulant. Donc, je pense que, comme je dis, le taux de facteur, bien sûr, ça oriente, mais ce n'est pas suffisant en tout cas pour établir en tout cas une prise en charge, un traitement. Bien entendu, à partir du moment où il y a des problèmes articulaires, des articulations qui saignent, j'allais dire, peu importe le taux circulant, il faut un traitement. Et donc, il faudra à ce moment-là des traitements, même chez effectivement les hémophiles qui sont dits modérés ou mineurs parce qu'ils ont du facteur qui circule. Il y a des protocoles qui sont actuellement en cours par rapport à ça pour justement assurer une meilleure prophylaxie. Tout à fait. Il y a Maxime qui demande, une articulation qui craque, est-ce forcément mauvais signe? Non, pas forcément. Après, même de manière… Chez moi aussi, ça craque. Hein. Ouais, voilà, c'est ce cas. Une articulation qui est complètement saine peut craquer. En fait, c'est un peu d'air qu'il y a au niveau niveau de la synoviale qui s'échappe et ça fait craquer. Donc non, pas du tout. Hein. Donc, non. Alors Maxime, est-ce que tu veux rajouter quelque chose Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou encourager les gens ou par rapport à ton expérience? Quelque chose à ajouter, non, mais effectivement, je pense que pour les personnes les plus désespérées, il faut garder espoir. La science évolue, la médecine, et puis des solutions arrivent tous les jours, je pense. Donc, fort et vaillant. Bien, bah écoutez, je crois qu'on a à peu près, s'il n'y a plus de questions, ah oui, voilà. Si, en complément de Maxime, même si l'articulation craque à chaque flexion au niveau de la cheville. Alors, voilà, après, ça dépend. Le craquement peut également être aussi un signe qui montre que le cartilage est un petit peu abîmé. Donc, ça peut aussi, le craquement peut aussi être signe de ce frottement du cartilage. Oui, ça dépend. Hein, ça dépend comment va votre cheville et quel est l'état de l'articulation de votre cheville. Bien, bah, je crois qu'on est parfaitement dans les temps. Je vais juste vous montrer le programme de la semaine prochaine. Alors, je continue. Je finis avec un commentaire de Thomas Sagnier qui dit à Maxime, je trouve la démarche de Maxime très courageuse d'avoir cherché par lui-même avec autant d'énergie. Cela nous dit qu'il n'y a pas de fatalité. Voilà, alors je remercie tout le monde. Il y en a qui vous demandent un morceau de guitare. Prochaine fois. Bon, alors je remercie tout le monde, déjà tous les participants. Je remercie évidemment les 3 intervenants pour cette session.